Au fait, moi je suis pour la vaccination des enfants lorsqu'il s'agit d'une maladie d'enfants. S'il y a une maladie qui typiquement n'affecte pas les enfants, et c'est bien cette maladie-ci, il était déjà impossible, malgré masques, etc., d'échapper au Delta. Hein. Maintenant, échapper à l'Omicron, c'est exclu, hein, à moins qu'on s'enferme dans un bunker. Le niveau de notre expert est descendu jusqu'au niveau des politiciens. Quand je les entends à la télévision, ce que je ne fais plus parce que c'est une perte de temps, ben, j'ai l'impression que je regarde des politiciens qui sont en train de discuter. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Nous allons aujourd'hui avoir une interview assez particulière avec un lanceur d'alerte qui a maintenant fait le tour du monde avec ce qu'il raconte et qui met en garde contre la campagne de vaccination massive. Il s'appelle Geert van den Bossche. Nous sommes chez lui aujourd'hui, à côté de Bruxelles, pour une interview en français, une des rares interviews qu'il donne en français. Bonjour Geert. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais d'abord vous demander votre expérience, votre background en tant que quoi vous parlez. Non, je parle en tant que vaccinologue et virologue. Et donc, il est vrai que de formation, je suis vétérinaire, mais je me suis rapidement spécialisé dans le domaine de virologie, vaccinologie, où j'ai travaillé il y a longtemps, après une carrière académique en industrie. Et j'ai travaillé dans le domaine des vaccins, aussi bien pour le for-profit, hein, donc l'industrie, que pour des sociétés telles que la fondation de Bill et Melinda Gates et également donc Gavi en Suisse, l'Alliance globale de la vaccination et l'immunisation. Et donc, j'ai également ma société de consultance où je travaillais pour le biotech et l'industrie de vaccins. Et au début, à la fin de l'année passée, je me suis spécialement intéressé pour la pandémie de Corona. Et là, je me suis vraiment plongé dedans. Vous n'avez plus aucun lien avec l'industrie maintenant? Non, je suis, comme on dit, complètement indépendant. D'accord. Ouais. Mais vous êtes toujours un ami des vaccins? Oui, absolument, absolument. Et donc, je dis toujours, comme un médicament peut faire des merveilles, mais il faut l'utiliser au bon moment pour la bonne indication. Les gens ont apparemment oublié que pour les vaccins, c'est la même chose. Donc, mon point a toujours... C'est quoi le problème, là? C'est quoi le problème avec cette Le problème, c'est toujours ce que j'ai dit au début. Nos vaccins, ou les vaccins qu'on utilise, en l'occurrence ici les vaccins qu'on utilise dans la pandémie Corona, ne sont pas capables de prévenir l'infection et donc ne sont pas capables de prévenir la transmission. Et donc, j'ai toujours dit, bien voilà, ces vaccins, on peut les utiliser en dehors d'une pandémie, mais pas au milieu d'une pandémie. Et surtout pas... pour battre un virus, je dirais, dont on sait qu'il peut muter, qu'il a un taux de mutation qui est quand même pas négligeable. Est-ce que c'est parce que c'est une zoonose? Non, ce n'est pas parce que c'est une zoonose, c'est tout simplement parce que, je dis toujours, je donne toujours l'exemple, si vous allez au champ de bataille et arrivez là, vous devez encore charger votre arme, vous êtes mal placé parce que vous serez déjà attaqué pendant que vous êtes encore en train de charger votre arme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est charger l'arme avant d'y aller. Alors, donc la réponse immunitaire doit être complètement établie avant qu'on se rende en contact dans une situation où on est exposé au pathogène, au fait. Si on ne fait pas ça, eh ben, le système immunitaire prend du temps pour monter une réponse immunitaire. Pendant ce temps-là, on est vulnérable. Et donc, le pathogène peut se répliquer. Il aura du mal parce que la pression monte déjà, mais il pourra se répliquer et il pourra
faire une sélection de certaines mutantes qui sont capables de résister à cette pression qui monte. Donc le virus va, en d'autres mots, échapper à la pression immunitaire qui est en train de monter. C'est ce qu'on appelle l'échappée immunitaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, est-ce que vous constatez actuellement ce que vous aviez prédit? Je crois que c'était en mars, vous avez lancé votre premier appel en mars 2021. Est-ce que ce que vous craigniez est en train d'arriver? Ben, on a vu, au fait, il faut rendre ça très très clair, parce qu'il y a pas mal de confusion dans ce domaine. Il est très clair que les variantes plus infectieuses, soi-disant, existaient déjà avant la vaccination. Donc, je n'ai jamais dit que la vaccination génère ces mutantes plus infectieuses. Ce qu'on a dit, c'est que à force de mettre une pression immunitaire sur le virus global par la vaccination en masse, on va donner un avantage compétitif à ces variantes, pas n'importe quelle variante, mais justement des variantes qui sont capables de surmonter cette pression immunitaire. Et ça, c'est par excellence des variantes qu'on appelle plus infectieuses. Donc, on va donner un avantage compétitif à ces variantes plus infectieuses, de façon à ce que la population virale s'enrichisse en variantes plus infectieuses. Et c'est comme ça qu'on a vu que suite à la vaccination en masse, ces variantes plus infectieuses devenaient, et ça c'est le mot, dominantes dans la population. Alors qu'avant, d'une façon sporadique, ils apparaissaient, ils étaient là, aucun problème. Mais ils n'étaient pas dominantes. C'est comme ça qu'on a vu que soudainement, le alpha devenait dominant, le bêta, le gamma, le delta et maintenant l'omicron. Et vous voyez à quelle vitesse ils deviennent dominantes. Donc c'est une évolution qui normalement prendrait des années et des années pour devenir dominante. Maintenant, ça se fait dans des délais très très raccourcis. Et normalement, dans une épidémie, sans vaccination, il y a bien sûr des mutations. Et puis, il y a des variants qui sont de plus en plus infectieux, mais de moins en moins dangereux. Donc, c'est quoi la différence là avec ces variants-là? Tout d'abord, ce n'est pas le cas, parce que si on regarde, par exemple, enfin, ça c'est la fameuse comparaison avec la pandémie de la grippe en 1918. Ah oui, la grippe espagnole. Oui, c'est ça. Ça a été relativement bien étudié. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que la souche qui était prédominante au début était exactement la même qu'en fin de la pandémie. Ah oui. Donc, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des variantes, mais ils ne sont pas devenus dominantes, au fait. Donc, au fait, le fait que cette variante devient moins infectieuse, enfin, je suis un peu allergique à ce raisonnement de pas mal de virologues qui disent « Ah, ben voilà, le virus, il va devenir de moins en moins virulent parce qu'il n'a aucun intérêt à tuer l'autre. » Virulent, ça veut dire qu'il tue, létal. Oui, c'est plus dangereux, effectivement. Fait plus de dégâts. Parce que le virus n'a pas intérêt à tuer l'autre, parce que s'il tue l'autre, il ne peut plus se répliquer. On sait que les virus ne peuvent pas... ils ont besoin d'une cellule vivante ou pour pouvoir se répliquer. C'est pas ça qui se passe. Le virus, il n'a pas de cerveau. Le virus, il peut se répliquer, il peut muter, il peut se cacher dans un génome, etc., mais il n'y a pas de cerveau. Donc, au fait, ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre qu'une pandémie, c'est un jeu entre le virus et le système immunitaire. Le virus, il va bien sûr se répliquer, etc. Il est infectieux, il cause des taux d'infection parfois très élevés, de la mortalité, de la morbidité. Mais il y a le système immunitaire qui réagit par différentes façons. Et donc, au fur et à mesure que le virus se répand dans la population, le système ou l'immunité de la population va également augmenter et va de plus en plus... L'immunité naturelle, vous voulez dire? C'est au fait une composition de l'immunité innée, dans souvent pas mal de cas, de l'immunité acquise par l'infection. Si on attrape la maladie et on guérit, par exemple, ça c'est de l'immunité acquise. C'est également de l'immunité entraînée
aussi bien l'immunité innée que l'immunité acquise. Hein. Ça, c'est la notion de l'immunité, de la mémoire de l'immunité, mais ça existe également pour l'immunité innée. Donc, à force de rencontrer le virus à différentes reprises, même l'immunité innée peut acquérir une espèce de mémoire. On appelle ça un training. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent au niveau de l'immunité, au niveau de la population, qui font en sorte que le virus va être contrôlé par l'immunité au fait de la population. Et c'est ça qui va faire en sorte que finalement, le virus est contrôlé par le système immunitaire, mais ce n'est pas le virus qui dit « Tiens, voilà, je vais faire des changements dans mes gènes pour devenir moins virulent, par exemple. » D'accord. Et donc ça ne se passe pas, ça ne va pas se passer parce qu'on vaccine en masse. Oui, donc si on vaccine en masse, ça, le phénomène que je décris ne peut se passer que si on arrive laisse faire la nature. À avoir une immunité de groupe. Oui. Hein, donc le mot le dit. Plus que l'immunité de la population monte, plus que le virus va être sous contrôle, moins qu'il sera capable de se transmettre, plus les gens qui ne sont pas immunisés, qui n'ont pas rencontré le virus ou qui ne sont pas vaccinés, vont être protégés tout simplement parce que la probabilité de transmission diminue d'une façon substantielle. Donc c'est ça qui... voilà. Est-ce qu'on peut atteindre cette immunité de groupe par l'intermédiaire des vaccins? C'est au fait à ça que revient votre question, si j'ai bien compris. Ben non, pourquoi pas? Parce que justement, ces vaccins ne sont pas capables d'éviter ou de prévenir l'infection et donc la transmission du virus. Et donc, en fait, ils font exactement l'opposé. Donc, je venais de dire, à force de créer une pression immunitaire massive au niveau de la population, on va donner un avantage compétitif aux variantes plus infectieuses. Donc, en fait, si ces variantes plus infectieuses vont devenir dominantes dans la population, ça va automatiquement augmenter le taux d'infectiosité dans la population. C'est exactement l'opposé de l'immunité de groupe qui devait faire en sorte que le taux d'infectiosité diminue de façon à ce que ceux qui ne sont pas immunisés soient protégés d'une façon plus ou moins automatique ou naturelle parce que la probabilité de rencontrer le virus a fortement diminué. Donc, ce n'est pas le cas du tout avec ce qu'on fait et on exacerbe ça. Oui, c'est exactement le contraire actuellement. Donc, je dis toujours, si on me demande, tu dois concevoir une stratégie pour éviter à tout prix, mais vraiment à tout prix, qu'on génère de l'immunité de groupe, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre un vaccin qui ne protège pas contre la transmission. Qui est le cas des vaccins actuels. Qui est le cas. Il faut vacciner en masse parce qu'il faut générer cette pression immunitaire massive, parce que sinon le virus ne peut pas s'échapper. Et il faut faire ça en sorte qu'il y a beaucoup de virus, quoi. Et donc, l'idéal, c'est de faire ça en plein dans une pandémie. Voilà. D'accord. Donc, on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Absolument. Okay. Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas pour la vaccination des enfants, des jeunes enfants. Eh bien, au fait, moi, je suis pour la vaccination des enfants lorsqu'il s'agit d'une maladie d'enfants. S'il y a une maladie qui typiquement n'affecte pas les enfants, et c'est bien cette maladie-ci, tout comme d'ailleurs, par exemple, la grippe, qui aurait quelqu'un jamais l'idée de commencer des vaccinations en masse contre la grippe pour nos enfants? Non, parce qu'au fait, l'enfant est infecté, bien sûr, par la grippe et par le corona, etc., mais il ne devient pas malade. Donc, il y a une différence entre attraper une infection et attraper la maladie. Et pourquoi est-ce que l'enfant ne devient pas malade? C'est plus que probablement, il y a des publications là-dessus, parce que l'enfant est protégé d'une façon exceptionnelle par des anticorps innés qui sont présents dès la naissance et qui sont de nature différente que les anticorps acquis, qu'on connaît bien et qui sont ceux qui sont induits par la vaccination ou par la maladie naturelle, etc. Donc l'enfant est protégé et même si l'enfant devient maintenant malade,
Enfin, je ne vais pas aller trop dans les détails immunologiques, mais j'ai publié plusieurs articles maintenant qui démontrent au fait clairement que ça, c'est lié à la pression infectieuse qui monte, qui est très très élevée. Et donc, qui exerce une certaine pression sur les anticorps innés de l'enfant, de façon à ce que l'enfant devienne malade. Mais même maintenant, avec ces souches hautement infectieuses, il est très rare, extrêmement rare, que l'enfant devienne sévèrement malade. Hein. Et donc, mais s'il devient malade, il n'y a pas de problème de devenir malade. Il va acquérir une immunité donc, pour la vie, au fait, acquise, donc à nouveau, qui contribue à l'immunité du groupe. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça ne sert à rien, premièrement, et deuxièmement, ça risque d'avoir des effets graves. Oui, les effets graves sont provoqués par le fait que si les anticorps vaccinaux ont plus, on appelle ça d'affinité pour le virus, que les anticorps innés. C'est tout simplement parce qu'ils se lient par un mécanisme moléculaire qui est complètement différent. Et alors, donc, si on va vacciner des enfants, les anticorps vaccinaux vont donc rentrer en compétition avec les anticorps innés qui, eux, protègent contre toutes les variantes et tous les coronavirus, plus que probablement même contre la grippe, etc. Et donc, on va remplacer, soi-disant, une immunité naturelle très, très puissante qui est dirigée contre plus qu'un seul virus et qui couvre toutes les variantes, par une immunité qui devient de moins en moins fonctionnelle, contre laquelle on développe de plus en plus de résistance, comme l'Omicron, par exemple. Donc il y a une perte, il n'y a pas de valeur ajoutée. Au contraire, si ces anticorps innés sont mis hors jeu, ça veut dire également que l'enfant risque de perdre sa protection naturelle contre, par exemple, la grippe, que la grippe maintenant devient une maladie de cet enfant, alors que préalablement, la grippe uniquement infectait l'enfant. D'accord. En plus, ces anticorps innés, ça il faut absolument dire, ces anticorps innés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très bien documenté, ont un effet protecteur contre des maladies auto-immunes. Donc ça veut dire quand on les supprime ou quand on les met hors jeu, il y a également un risque qu'on va voir de plus en plus de maladies auto-immunitaires chez l'enfant. Et il y a des arguments très scientifiques pour, je dirais, au moins tirer l'attention sur ce risque-là, que c'est un risque réel. Ce n'est pas prouvé, mais il y a des arguments scientifiques qui font quand même penser que c'est un risque réel. Donc, dans un tel contexte, on ne peut pas comprendre comment on peut avoir l'idée de vacciner ses enfants. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée pour eux et il n'y a aucune valeur ajoutée pour la politique sanitaire, en fait. Voilà, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Au contraire, même, c'est parce délétère. Que je viens vous dire que l'immunité innée est un facteur, un pilier crucial pour l'immunité de groupe. Donc, si on commence maintenant à vacciner, pas uniquement les enfants, mais même ceux qui ne sont pas vaccinés, on va donc diminuer, je dirais, le réservoir d'individus qui peuvent contribuer à l'immunité de groupe, puisqu'en les vaccinant, comme je viens vous expliquer, on ne contribue pas à l'immunité du groupe. Oui, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les non-vaccinés sont notre chance pendant cette épidémie. Oui. Moi, je dis toujours, les non-vaccinés, et surtout les enfants qui sont très bien protégés par ces anticorps innés, sont les aspirateurs de la pandémie. Et vous pouvez voir, quand vous voyez les graphiques, par exemple, les taux d'infection, le nombre de cas, par exemple, en Angleterre, quand Boris Johnson, le 21 juillet, il a relâché les mesures de lockdown. Donc, il y avait pas mal, toute la population n'était pas encore vaccinée. Il y avait encore un contingent relativement important de gens qui n'étaient pas vaccinés, mais ils étaient en lockdown.
Et quand donc au fait les mesures ont été relâchées, voilà, et donc les non-vaccinés, etc., ils sont devenus rentrer en contact. On a vu une diminution spectaculaire en 2 semaines du taux d'infection. Hein? Donc voilà, il y a suffisamment de preuves que cette immunité est très très précieuse, que c'est cette immunité qui protège spécialement nos enfants. Et si on les déprive de cette immunité, que ça risque sérieusement d'avoir beaucoup de désavantages pour l'individu même, pour l'enfant même, et en plus, également pour la population. D'accord. De même, par opposition, les vaccinés sont moins bien immunisés face à cette maladie, alors, du fait de l'échappée immunitaire. Oui, c'est clair. Et on voit, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais moi, tous les gens que je connais maintenant qui attrapent la maladie, c'est des gens qui sont vaccinés. Donc, ce n'était pas forcément une bonne idée de faire un certificat vaccinal ou un certificat, le Covid Safety Card, donc un laissez-passer sanitaire, en fait, qui permet aux vaccinés de se retrouver sans être testés, qui permet des rassemblements de personnes vaccinées. Ben écoute, moi j'ai l'habitude... Je ne vous demande pas de faire de la politique, je vous demande d'un point de vue scientifique ce que vous en pensez. Ben justement, j'allais dire, j'ai l'habitude de parler, de discuter de la science, mais je ne sais pas comment je dois aborder des sujets qui sont complètement ridicules et qui n'ont rien à voir avec la science. Vous voulez dire que ça, c'est pas basé sur de la science? C'est absolument pas basé sur la science. C'est pas basé sur la science, parce qu'on sait que, bon, il y a toute la discussion de transmission, on sait que ces vaccins ne protègent pas contre la transmission. Je viens de vous dire qu'au fait, la vaccination en masse a comme effet qu'on transforme, au fait, une partie importante de la population en une boîte de pétri pour ces variantes plus infectieuses. Hein. Moi, je ne discrimine pas contre les vaccinés non plus. Les non-vaccinés peuvent également excréter le virus, ça c'est clair. Mais cette discussion est complètement, c'est la fausse discussion. La discussion qu'il faut avoir, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte, en tant qu'individu et en tant que population, que j'ai la défense immunitaire la meilleure possible. Parce que tout le reste, c'est de la statistique. Si vous n'êtes pas vacciné, bon, peut-être que la probabilité est moins grande que vous allez excréter le virus que quelqu'un qui est vacciné. Mais il y a différents facteurs qui influencent ça. Donc, si moi je rencontre quelqu'un, je ne vais pas commencer à faire la statistique, quelle est la probabilité que je m'infecte. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que je veille à ce que ma défense immunitaire soit la meilleure. Comment ça. Comment dites-nous comment quelqu'un comme vous qui me parle de science, comment est-ce qu'on peut faire monter son immunité? Il est très clair que la vaccination ne protège pas, protège au maximum contre la maladie grave. Hein. Et donc on fait la comparaison, on dit mais voilà, on va un peu voir à l'hôpital. Hein. Et donc, je vois que, c'est déjà en train de changer, mais je vois qu'à l'hôpital, la plupart des gens qui sont hospitalisés, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Et la minorité, c'est des gens qui sont vaccinés. Et donc, les vaccinés sont mieux protégés. Donc, ça n'a rien à voir avec la science. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la multitude des gens qui ne rentrent pas à l'hôpital, mais qui ne deviennent pas malades ou qui deviennent malades d'une façon très très modeste, qui ont à peine senti quelque chose, ou qui sont peut-être rentrés, qui étaient peut-être au lit pendant 2 jours, mais qui n'ont même pas été voir le médecin, sûrement pas été à l'hôpital, etc. Tous ces gens sont des gens non vaccinés qui sont protégés, parce qu'on ne peut pas dire « Ah oui, mais attendez, ces gens-là n'ont pas été infectés. » Comment pourrait-on s'imaginer que ces gens ne sont pas exposés alors qu'on sait qu'il y a des variantes de plus en plus infectieuses qui circulent dans notre population? Il était déjà impossible, malgré masques, etc., d'échapper au Delta.
maintenant, échapper à l'Omicron, c'est exclu, hein, à moins qu'on s'enferme dans un bunker. Hein. Donc voilà. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la science. C'est des billets, hein, et ça dépend de la façon dont on présente ces résultats. Mais ils sont présentés d'une façon qui n'est scientifiquement pas raisonnable. Ça, c'est très très clair. Parlons de l'Omicron. Quel est le danger de l'Omicron? Ben, pour moi, l'Omicron n'a pas de danger. Au contraire, je crois que l'Omicron, c'est un cadeau inattendu quelque part. Enfin, inattendu dans le sens où ce n'est pas inattendu, dans le sens où il est effectivement plus infectieux. Donc, il peut effectivement être le produit d'une pression immunitaire de la population qui ne fait que monter. Mais il est vrai que l'Omicron, au moins jusqu'à présent, ne semble pas provoquer beaucoup de dégâts et donc ne rend pas aussi malade que par exemple le Delta. Moi, personnellement, je crois que c'est lié au fait qu'il y a quand même un degré de résistance relativement important de l'Omicron aux anticorps vaccinaux, ce qui fait que même les vaccinés maintenant peuvent à nouveau disposer de leurs anticorps innés dont on sait qu'ils protègent, pas uniquement contre la maladie, mais même contre l'infection. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau, c'est on a poussé ce virus jusqu'à un niveau où il n'est pas seulement devenu plus infectieux, mais même à la limite résistant. Mais grâce à cette résistance maintenant, les anticorps innés qui étaient mis hors jeu par la compétition des anticorps vaccinaux qui maintenant ne peuvent plus se lier ou se lient d'une façon beaucoup plus faible, hein, ils rentrent à nouveau en jeu chez la plupart de la population, parce que la plupart de la population est vaccinée. Donc il faut laisser les gens maintenant tranquilles, il faut laisser, parce qu'au fait, on aura une vague d'infectiosité plus importante. Mais à mon avis, si on ne continue pas à vacciner, ça va se calmer très très rapidement. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, aussi bien les non-vaccinés, la minorité, que la majorité maintenant des vaccinés vont donc être infectés, vont pouvoir faire appel à nouveau à l'immunité innée dont je vous ai dit, qui induit une immunité stérilisante, qui peut éliminer le virus. Donc cette vague va très rapidement se calmer. Et donc, ça c'est l'opportunité, la dernière opportunité qu'on a pour rétablir ou pour établir une vraie immunité de groupe. Et même s'il y a certaines personnes qui deviennent malades, bon voilà, hein, ils vont acquérir des anticorps donc, anti-Omicron, qui vont les protéger également et de cette façon-là contribuer également à l'immunité de groupe. Quand vous dites la dernière chance? Ben, la dernière chance parce que on est dans un modus de vaccination en masse. Hein, si on continue ce modus, c'est clair, c'est déjà prévu, ils sont déjà en train de les fabriquer. On va venir maintenant avec un update de la vaccination qui sera un vaccin anti-Omicron. Et le anti-Omicron va faire en sorte qu'il va à nouveau induire des anticorps qui vont très bien reconnaître le virus qui circule, qui est le virus Omicron. Mais ces anticorps vont être dirigés contre un domaine du virus où il y a déjà eu plein de mutations. Et c'est ce qu'on appelle le domaine qui se lie donc au récepteur, le receptor binding domain. Et donc, si le virus veut survivre, il va être très, très difficile. Il doit contourner ça. Il doit contourner ça. Il va être très, très difficile dans une région très étroite où il y a déjà eu plein de mutations. Donc, insérer des mutations sans perturber l'effet favorable des mutations précédentes. Mais il y a une astuce beaucoup plus facile pour le virus, c'est tout simplement de faire une mutation dans une autre région qui, cependant, à ce moment-là, permet au virus de rentrer dans la cellule cible par l'intermédiaire d'un autre récepteur, pas la AC2, un autre récepteur. On pourrait dire, tiens, voilà, c'est complètement débile. Ça. Non, non, non. Parce qu'on sait déjà maintenant que le virus a la capacité de rentrer dans des cellules par d'autres récepteurs que la AC2. Et pourquoi il ne l'utilise pas?
C'est pas sa voie d'entrée préférentielle. Donc, mais cette mutation peut faire en sorte que maintenant ça devienne la voie préférentielle. Et à ce moment-là, ça c'est pour moi une situation très dangereuse. On a à voir avec un virus, dans quelqu'un qui est immunisé, où les anticorps vont bien sûr se lier à ce qui était le récepteur binding domain, mais qui n'est plus fonctionnel maintenant, mais ils vont se lier fermement au virus. Ils ne sont pas capables de neutraliser le virus parce que le virus rentre par une autre voie dans la cellule. Et donc ça, c'est la situation qui est typique pour ce qu'on appelle antibody dependent enhancement. Donc en fait, un virus qui est donc chargé avec des anticorps qui se lient fermement au virus, qui ne sont pas capables de neutraliser le virus. Donc, qui vont faciliter, en fait. Qui vont faciliter l'entrée et, en fait, la pathogénèse et donc l'apparition, en fait, des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça exacerbation, enfin, exacerbation. Et donc, ça accélère le processus. Donc, la virulence du virus n'est pas nécessairement changée, mais c'est le fait qu'il est chargé avec ces anticorps qui ne peuvent pas le neutraliser, qui vont faire en sorte qu'on précipite au fait le phénomène, enfin la maladie. D'accord. Donc en fait là c'est l'histoire sans fin en fait qu'on est en train de démarrer. Si on fait ça, ça veut dire que ça devient une situation très très dramatique pour les vaccinés. Donc c'est là où je dis qu'on va avoir une situation qui est complètement différente par rapport à la situation initiale où on avait le système immunitaire qui exerçait une pression sur le virus, c'est le phénomène de l'immune escape, de l'échappement. On va maintenant créer une situation où le virus va faire une sélection dans les humains, je dirais, dans la population, à l'avantage de ceux qui ont pu préserver leur immunité innée. Je vous dis, l'Omicron maintenant donne l'opportunité aux vaccinés de faire appel à nouveau à leur immunité innée qui était bloquée. Si on supprime ça, finalement, c'est le virus qui va faire une sélection à l'avantage de ceux qui ont conservé leur immunité innée. En d'autres mots, qui n'a pas été... ceux qui n'ont pas été vaccinés ou revaccinés. S'il vous plaît? Ceux qui n'ont pas été vaccinés ou revaccinés. Et les enfants, s'ils n'ont pas été vaccinés. Oui, et les enfants, c'est quand même assez catastrophique dans le sens où il faut se dire que les enfants, les anticorps innés, je vous ai dit rapidement que l'immunité innée peut être entraînée. Ça se passe... à force d'être exposé à plusieurs reprises, par exemple au virus, donc les anticorps innés peuvent avoir une certaine mémoire. À ce moment-là, ils peuvent résister mieux aux anticorps vaccinaux. Chez les enfants, ce n'est pas le cas. Ils ont des anticorps innés qui sont naïfs, qui sont présents abondamment, mais qui sont très, très susceptibles à être mis hors jeu par des anticorps vaccinaux qui sont... Donc c'est spécialement chez les enfants que cette compétition est très, très, très importante. D'accord. Donc, si je résume, vous n'êtes pas pour la vaccination de masse pendant une pandémie, pour les raisons que vous avez exposées, d'échappement immunitaire, et également les anticorps facilitateurs. Et donc vous allez, je suppose, faire un appel encore. Enfin, on est ici, vous dites que c'est la dernière chance. Mais c'est la dernière chance qu'il faut faire, il faut laisser les enfants tranquilles. Il n'y a aucune... Je défie n'importe quel scientifique, n'importe quelle autorité de santé publique ou quoi que ce soit. Pour entrer en discussion avec moi et pour mettre les arguments sur la table scientifiques qui pourraient soutenir une telle stratégie. Ces arguments n'existent pas et ils le savent. Il n'y a aucun qui ose rentrer en discussion avec moi. Donc il faut que les gens se rendent compte que tout d'abord, quand il y a des experts qui viennent avec ce genre de recommandations, ils doivent tout d'abord se poser la question, quel est leur background? Qu'est-ce qu'ils comprennent de la virologie et de l'immunologie et de la vaccinologie et de l'évolution de la biologie évolutionnaire, etc. et de l'épidémiologie.
Qu'est-ce qu'ils comprennent de ces domaines? Deuxièmement, est-ce que ces gens ont un conflit d'intérêts, oui ou non, hein? Et donc, au fait, c'est ce genre de choses que les gens doivent se rendre compte que ce n'est pas parce que c'est un prof ou un expert qui est reconnu par notre gouvernement, etc. Et ils s'alignent à ce qu'on fait dans d'autres pays, etc. Et tout le monde fait comme on fait dans d'autres pays, etc. Donc, mais où est la science? Dans tout ce qu'on entend à la télévision, etc., on n'entend jamais la science. Hein? Le niveau de notre expert est descendu jusqu'au niveau des politiciens. Quand je les entends à la télévision, ce que je ne fais plus parce que c'est une perte de temps, ben, j'ai l'impression que je regarde des politiciens qui sont en train de discuter. Et les politiciens, ils sont quelque part la mandaille de ces scientifiques. Hein? Donc voilà, c'est pas étonnant que les gens ne reçoivent pas les informations auxquelles ils ont droit, quoi. D'accord. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour cette interview en français qui va certainement réveiller des consciences et permettre aussi aux francophones de comprendre un petit peu plus vos messages, puisqu'ils passent généralement en anglais ou en néerlandais. Donc, je voulais vous remercier pour cette interview exceptionnelle. Merci beaucoup, Geert. Et merci de nous avoir suivis sur BAM, Belgian Alternative Media, bam.news. N'oubliez pas de nous soutenir financièrement pour continuer à vous donner des informations qui vous permettent de comprendre ce qui nous arrive. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. Merci. Merci.